Bonjour Endero, Bonjour Mado, ça va? ça va et toi? Ouais, super. Alors, dis-moi. Alors, c'est notre premier podcast. Oui, Je me lance dans l'aventure avec toi. c'est un plaisir de t'accompagner dans ce début d'aventure. Merci, c'est gentil. Alors, donc l'idée, pour les auditeurs, The Secret of Band, c'est un projet qui parle de tout, l'arrière-scène en fait des spectacles. Donc j'ai commencé avec l'apéro métal Mhm. du 91, l'apéro by Mado et The Secret of Band. Donc tu me suis dans cette aventure depuis le début puisqu'on a fait le We Metal Fest, le premier We Metal Fest ensemble, Oui. il y a 2 ans. Enfin, moi j'étais là sur le deuxième. Sur le Le deuxième, premier, premier, c'était, ouais, j'étais pas c'était encore Greg. là. Ouais. Et depuis, bah, on se quitte plus. On fait plein de choses. Donc, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours, puisque Mhm. là, ce podcast-là, ça s'appelle Les Bâtisseurs du son. Oui. C'est pour faire un petit récap de comment les organisateurs aujourd'hui Ouais. bâtissent en fait un lieu comme le Plan, avec des artistes différents, la scène émergente, la scène aussi professionnelle. Mhm. Comment tu fais pour mélanger tout ce petit monde avec l'IA aujourd'hui? Donc, on va survoler pas mal de sujets. D'accord. Donc, pour voir un petit peu ton avis et surtout toi au départ, puisqu'au départ, tu faisais pas ça, tu n'étais pas au plan. Non. Alors moi, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis arrivé au plan en juin 2024. Alors je sais pas dans quel sens je vais prendre les choses, si je prends un rebours ou si je vous raconte un peu, toute ma vie. Tu nous racontes ta vie. Tu sais très bien, The Secret of Band, c'est on raconte sa vie de l'arrière-scène. Donc, tu vas pas y couper. OK. Bah, moi, en fait, pendant très longtemps, j'avais, un peu, 2 amours qui étaient la musique et le cinéma. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je faisais du rap et j'écrivais des scénarios de courts-métrages. Et donc, pendant très longtemps, en fait, j'ai hésité entre, enfin, en tout cas, au moment de faire des choix d'orientation dans mes études, et des choix professionnels, j'ai longtemps hésité et finalement, j'ai fait le choix de faire des études de cinéma et du coup, j'ai mis la musique un peu de côté pendant mes années étudiantes. Jusqu'à ce que, à la fac, en fait, je retombe dedans parce qu'en fac de cinéma, je retombe sur des potes, avec qui je me remets à faire du son. Donc, professionnellement et en termes d'études, j'étais plutôt dans un premier temps sur le cinéma et la musique, c'était plus pour le plaisir à côté avec les copains. Après, on a monté une asso avec mes potes, pour justement pouvoir organiser des événements. Moi, j'ai grandi à Montreuil et j'étais à la fac à Saint-Denis, donc, j'étais plutôt sur le territoire de Seine-Saint-Denis. Et donc, on organisait des fêtes de quartier, des petits festivals, des ateliers d'écriture, on faisait des courts-métrages, des clips, tout ça. Et du coup, après les études, ouais, en gros, pendant une quinzaine d'années, en fait, j'ai travaillé plutôt dans le monde de l'audiovisuel. Donc, j'ai fait plein de choses différentes, de la production, de la post-production, hem de l'événementiel, en travaillant pour des festivals, notamment sur le festival de Cannes où j'ai travaillé pendant 5 ans, et j'ai fini par travailler en télé, où du coup j'étais d'abord assistant de production et ensuite assistant de rédaction, sur des plateaux, pour, France Télévisions. À un moment, j'ai arrêté ça parce que je m'y retrouvais pas forcément dans la manière dont ça fonctionnait à France Télé et du coup, je me suis lancé dans l'écriture d'un projet documentaire, en fait, qui était un peu une quête personnelle sur, l'histoire de ma famille, l'histoire de mes parents et du coup, plus largement sur, une réflexion sur l'identité française quand on est un enfant d'immigrés. Donc, j'ai eu un financement du CNC, après j'ai travaillé avec une boîte de production, on a commencé à développer le projet et dans la même période, en fait, j'ai été rattrapé par, du coup, mes engagements associatifs et un peu politiques que j'avais eus, dans les années précédentes et le maire de Montreuil, donc à l'époque, enfin qui est toujours le maire, on verra après les élections C'est là ça, là. qui commencent demain. Mais donc c'était Patrice Bessac qui venait d'arriver, c'était son premier mandat et il cherchait dans son équipe des gens un peu ancrés sur le territoire et qui avaient à la fois une expérience de terrain et une expérience du monde politique. Et donc il m'a proposé de rejoindre son cabinet et donc pendant 3 ans, j'ai mis un peu de côté mes projets perso, mes projets artistiques et j'ai été collaborateur de cabinet donc du maire de Montreuil. Après j'ai mon premier enfant qui est arrivé et là je me suis dit que c'était pas forcément évident de travailler en cabinet en essayant d'être un père de famille présent.
et donc j'ai demandé à changer de poste et là, j'ai eu la chance qu'on me crée un peu un poste sur mesure, à savoir que j'étais, chargé de mission donc sur les cultures urbaines, la mémoire et le patrimoine, ce qui était un peu large, mais bon, j'ai toujours été un peu large et donc notamment sur les cultures urbaines, j'ai travaillé autour de l'accompagnement des projets de danse hip-hop et autour de, alors c'est là où ça fait une boucle un peu dans mon histoire personnelle, c'est que j'ai eu notamment le dossier du Café La Pêche, donc qui était, la salle, de concert, d'abord associative puis municipale, de Montreuil, dans laquelle moi j'allais répéter justement quand je faisais du rap, quand j'étais au lycée avec mes copains. Dans laquelle j'avais été au conseil d'administration, vice-président à l'époque où c'était une association parce que, bah, on s'était engagé un peu dans la vie du lieu avec les copains avec qui on faisait du son là-bas. Mmh. Et donc, je me suis retrouvé à devoir travailler sur ce dossier parce qu'à l'époque, le Café La Pêche était piloté par la direction, enfin par le service jeunesse en fait de la ville, et il y avait une volonté de l'élu de la culture de récupérer cette structure qui était avant tout une structure culturelle à la direction de la culture. Donc, et ben, j'ai travaillé notamment sur ce dossier, sur un peu la restructuration de cet équipement. Et du coup, bah, à force de travailler dessus, je me suis dit que ce serait bien de le rejoindre. Mais juste pour finir, ouais, sur les projets culture urbaine, donc musique avec la pêche, danse, avec les projets de danse hip-hop, graffiti avec, la réalisation de plusieurs fresques avec des artistes sur des immeubles, de la ville. Là, on a fait notamment enfin, j'ai eu 3 gros chantiers, une fresque en hommage, aux travailleurs immigrés, donc les Chibani, dans le quartier Jean Moulin. Une fresque avec un portrait de Frantz Fanon dans le Haut-Montreuil et une fresque, et ça a été un peu mon dernier ouais, chantier, une fresque en hommage aux professionnels de santé à la sortie du Covid. Donc ensuite, j'ai rejoint le Café La Pêche, d'abord sur des missions administratives et donc j'étais en binôme avec un directeur qui est parti en cours de route parce que je pense qu'il n'avait pas forcément mesuré la complexité du poste et du coup, j'ai assuré l'intérim de direction, pendant un peu plus d'1 an, 1 an et demi, je pense. Hem Et donc en assurant cet intérim de direction, je me suis dit que, bah, c'était peut-être le moment dans ma vie d'aller voir un peu ailleurs, de sortir de la ville où j'avais grandi, où j'avais fait un peu le tour de tous les sujets, enfin j'avais fait un peu tout quoi à Montreuil. Donc c'était bien d'aller voir ailleurs, d'aller un peu me mettre à l'épreuve, Mmh. savoir si j'étais en capacité d'avoir pas une réussite similaire, on va dire, sur un autre territoire. Et puis, aussi, j'avais pris goût à faire fonctionner une structure musicale. Je m'étais rendu compte qu'on pouvait y développer plein de choses. Mmh. Moi, j'avais, bah, un des projets que j'ai porté, qui m'a tenu à cœur, c'est l'accompagnement de 4 jeunes femmes artistes, que j'ai voulu accompagner, ensemble, dans une idée un peu de sororité. Donc, il y avait une rappeuse qui s'appelle Folie Douce, une chanteuse qui s'appelle Mosaïka, une autre chanteuse qui s'appelle La Mana que je continue à accompagner ici au Plan et une autre chanteuse qui s'appelle Kimdi, qui travaille aussi avec Le Plan, avec qui on a fait là une fabrique à musique de la SACEM, cette année. Et donc D'accord. voilà, ça a créé des liens avec ces 4 artistes et du coup, Hakim et La Mana, on continue à travailler ensemble, même si je suis plus au Café La Pêche. Donc voilà, un gros intérêt pour le développement et l'accompagnement d'artistes et un gros intérêt aussi pour, le développement de projets d'action culturelle. Donc à l'époque, on avait développé enfin plusieurs ateliers dans les écoles élémentaires et aussi un projet, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait les rap crocheurs. En fait, on faisait des ateliers d'écriture rap avec des élèves en situation de décrochage scolaire, pour les Génial. remobiliser et c'est un projet qui continue, qui est toujours porté par mes anciens collègues Mmh. et voilà, c'est le genre de truc vraiment qui donne du sens, Ouais. au travail qu'on fait. Et donc voilà, suite à ça, je me suis dit: «Allez, je vais commencer à tenter, à candidater sur des postes de direction de structures un peu plus grosses». Hem Et puis dans le même temps, avec ma compagne, on avait aussi l'envie peut-être d'aller voir ailleurs, de changer de vie, de s'éloigner un peu de Paris et de la petite couronne. Et donc j'ai postulé, bah, sur plusieurs salles de province, j'avais postulé, à la Rhodia à Besançon, au Moloko à Audincourt,
Alors bon, mon dossier n'a pas été retenu sur ces 2-là parce que, à la fois parce que j'avais pas l'ancrage, je pense, sur ces territoires et puis Mmh. parce que j'étais encore, un peu junior, dans mon expérience de direction. J'ai postulé, sur la SMAC 07 d'Ardèche où, là, j'ai eu l'occasion de passer un entretien et du coup, ça a été, assez riche comme expérience parce que, voilà, ça m'a permis de me projeter sur, l'hypothèse d'un vrai départ en province et puis pas n'importe où, quoi, parce que l'Ardèche, c'est quand même particulier. Bah, ouais. Et bon, du coup, ça s'est pas fait au final, je suis allé, je crois, en finale, ouais, on était 2 et du coup, ils ont retenu, l'autre personne qui est maintenant en direction de la structure et qui fait un super boulot. Et du coup, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me glisse qu'il y a le plan en Essonne qui cherche, une direction et que ça pourrait être intéressant, d'amener justement un peu toutes les réflexions spécifiques au travail dans une structure qui est située en banlieue parisienne, Mmh. à une échelle un peu plus importante avec un lieu labellisé. Et donc j'ai postulé, sur le plan en travaillant sur un projet, plutôt orienté autour de la culture hip-hop, qui est, la culture, moi, dans laquelle j'ai Ouais. grandi musicalement. Et aussi avec l'envie de travailler sur un ancrage local du plan parce que j'avais l'impression que c'était une structure qui avait un rayonnement très fort dû à son histoire, mais qui s'était un peu déconnecté de son territoire et donc voilà, c'est un peu le projet que j'ai proposé et donc j'ai été retenu, sur la base, de ce projet, et du coup, j'ai pris mes fonctions là en juin 24 et je suis arrivé donc à la suite de Grégory Jurado qui avait assuré l'intérim, après le départ de Fabien Lérisson. Mmh. Voilà comment je me suis retrouvé ici. Et ça va par rapport à Paris? Oui, alors du coup, à titre personnel, moi j'ai déménagé, maintenant j'habite à Fontainebleau, donc j'ai une vie de province, tout en étant en région parisienne. Et du coup, je commence à découvrir un peu le territoire essonien, les acteurs, du territoire, les spécificités de ce territoire qui est, comment dire? Qui est attachant, mais qui n'est pas simple parce que, voilà, il y a des réalités, dans l'urbanisme, dans la sociologie, dans l'histoire longue et l'histoire courte. Mmh. Enfin, disons que moi, mon approche, elle est un peu basée sur ça. C'est-à-dire que, comment j'ai construit en fait ma réflexion sur les territoires, c'est en se plaçant vraiment dans une perspective historique et en essayant de tenir compte en fait de toutes les réalités du territoire, comment voilà, comment les villes sont construites, comment les villes ont évolué, comment la sociologie des villes a évolué. Parce que je pense que c'est ça qui constitue en fait la vie quotidienne des gens Mmh. et que, si on ne se base pas sur la réalité en fait vécue par les gens, on développe des projets en fait qui leur parlent pas. Ouais. Donc là, c'est le travail que je mène depuis que je suis arrivé. Alors après, c'est un travail de longue haleine parce que ça demande à créer des liens privilégiés avec les gens, à construire des relations qui sont, obligatoirement des relations qui s'inscrivent dans le temps long. Mmh. Donc on va mettre du temps à récolter les fruits, du travail qu'on mène, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on travaille pour l'avenir. Ouais, c'est ça. Et comment tu t'y prends alors justement pour ça? Tu passes par les réseaux, tu vas voir les gens, comment tu fais? Heu, bah, alors moi je pars du principe qu'il faut toujours partir de ceux qui sont là. C'est-à-dire que, je commence déjà par, construire avec les gens qui sont déjà liés au plan. Donc ça, c'est une première base. Il y a des acteurs locaux, comme toi, par exemple, qui Oui. ont déjà un lien avec cette structure et du coup, l'idée, c'est de creuser la relation, de voir comment on peut faire évoluer, les choses et les partenariats. Il y a, après toutes les structures, jeunesse, sociales, médico-sociales qui sont basées sur le territoire. Il y a les blocs, ce qu'on appelle les blocs communaux, c'est-à-dire les villes. Enfin, nous, Mmh. on est une structure qui dépend d'une intercommunalité, donc d'une communauté d'agglomération qui est très grande, qui est basée sur 2 départements. Mais du coup, moi, je suis parti du principe qu'on devait avoir une relation privilégiée, d'abord avec Évry, Ris-Orangis, sur laquelle on est situé, Grigny et Corbeil, qui sont un peu les villes de grande proximité du plan. Et donc, autour de chacune de ces villes, j'essaie de rencontrer, les élus, les services culturels, les services jeunesse, les maisons de quartier, les acteurs associatifs
et de construire, avec eux des relations, essayer de comprendre un peu quelles sont leurs attentes et essayer de leur faire des propositions qui soient, vraiment adressées et qui leur parlent. Mmh. Donc pareil, ça prend du temps parce que, bah, il y a aussi une réalité, économique et financière à la fois du monde de la culture, du monde associatif où, aujourd'hui tout le monde est un peu en fragilité. Il y a beaucoup de structures, voilà, qui ont du mal à garder les postes, donc on a, voilà, des endroits où les interlocuteurs changent régulièrement. Pareil dans l'éducation nationale aussi où, Mmh. la situation est un peu dure pour les enseignants, notamment, dans les quartiers prioritaires. Donc du coup, des fois, on commence à travailler avec un enseignant et puis, bah, on apprend à la fin de l'année qu'il a demandé sa mutation et donc il va falloir recommencer à zéro. Donc ça, c'est un peu les difficultés de l'exercice, mais on essaye avec l'équipe de, voilà, de chercher là où on a des branches un peu solides sur lesquelles, construire et de Mmh. travailler, là où on a des interlocuteurs solides, quoi. Ouais, j'imagine que c'est pas évident au C'est pas quotidien. évident au Mmh. quotidien, après on s'accroche et puis on a quand même régulièrement des très belles surprises Ouais. avec, des belles choses. Enfin là encore, tu vois, là aujourd'hui, pendant qu'on parle, on sort d'un concert avec des enfants d'une école élémentaire de Ris, qui sont montés sur scène après des mois de travail avec des musiciens et ça donne des choses magnifiques. Je confirme, c'est génial. Moi, je voulais voir jusqu'à la fin. Bon, maintenant, on s'est dit: «On va bosser». Ouais. Allez. Là et puis tu vois, ça permet aussi aux parents de ces enfants de passer la porte de la salle, chose qu'ils feraient pas forcément par eux-mêmes et du coup de voir qu'il y a des choses qui s'adressent à eux. Ça fait partie aussi des choses qu'on développe là aujourd'hui, justement pour, renforcer cet ancrage, c'est de s'adresser aux familles, Mmh. d'aller chercher enfin, on se rend compte, il y a une réalité aussi, toute basique, c'est que moi-même je vis. C'est-à-dire que en vrai, la plupart des gens, on va dire entre, 30 et 45 ans, qui est un peu la phase, où on a des enfants potentiellement en bas âge. Mmh. La vie culturelle, se réduit quand même pas mal dans cette période de la vie et c'est vrai que les gens sortent quand même principalement avec leurs enfants. Ouais. Donc il y a un gros enjeu pour des structures comme nous, d'avoir des propositions pour les familles, pour que les gens puissent, bah, sortir leurs enfants tout en prenant du plaisir. C'est quelque chose qui s'est pas mal développé dans le cinéma. Enfin, c'est un peu, on va dire ce qui a fait le succès, tu vois, de Pixar, là, ces dernières années, qui ont développé des films d'animation pour les enfants, mais avec toujours un peu de sous-texte pour que les adultes, ils passent quand même un bon moment, des petites Mmh. références, qui faisaient marrer les parents. Et bah, nous, c'est un peu la même chose qu'on essaie de faire, notamment avec les goûters-concerts voilà, qu'on fait, chaque début de vacances scolaires, où on fait des propositions musicales, qui sont accessibles pour les enfants, mais qui vont plaire aussi aux parents Mmh. et donc qui vont permettre, des sorties en famille, sur des formats un peu festifs où on n'est pas assis, dans une salle de spectacle où il faut pas faire de bruit. Si les enfants, ils ont envie de danser, ils dansent, et du coup, tout le monde et à la fin, on partage un goûter et tout le monde passe un bon moment. Donc ça, c'est un autre des axes qu'on développe là aujourd'hui dans le projet, c'est vraiment cette accessibilité et puis cette idée de se dire que plus tôt les enfants vont venir dans nos salles et plus facilement ils viendront, quand ils seront en âge, de sortir, par eux-mêmes, quoi. Ouais, donc c'est vraiment sur du long terme, hein, Ouais, que toi, tu travailles, en tout cas. exactement. Alors des fois, c'est pas évident parce que tout le monde ne voit pas le long terme et donc des fois, il y a des attentes à un peu de résultats immédiats, enfin pour tout le monde, hein, que ce soit les donneurs d'ordre, les financeurs ou même parfois même dans l'équipe. Ouais. Mais j'essaie de rester calme Mmh. et de dire: «Vous inquiétez pas, je sais où je vais», et on construit l'avenir et on sème des graines. En fait, la chance que j'ai eue finalement en étant assez longtemps sur le même territoire quand j'étais à Montreuil, c'est de voir en effet, la vertu en fait du temps long Mmh. et de voir comment certaines choses qui ont été mises en place il y a très longtemps ont fini par payer. Mmh. Et donc je sais que ça marche en fait le temps long, Ouais, ça marche. d'expérience. Ça marche, on plante des graines, il y a que ça. Exactement. Dans cette société, justement, où tout va vite, Ouais. comment tu t'y retrouves, toi, là-dedans? Bah, c'est pas facile tous les jours, hein, on a souvent l'impression d'être un peu en décalage. Mmh. Moi je me dis souvent, j'ai le sentiment d'être lent comme garçon, parce que justement, je construis des choses qui prennent du temps
Et donc, des fois, je me dis, ben, enfin, j'ai des périodes de doute, hein, où tu vois, je me dis: «Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faudrait que je fasse comme tout le monde, que j'essaie d'être dans cette immédiateté». Mais assez rapidement, en fait, je m'auto, rassure et puis même, tout ce qui se passe autour de moi me confirme, qu'il faut continuer, en fait, à ralentir. Enfin, il y a tout un truc, Ouais. du ralentissement, en fait, qui, enfin, qu'on retrouve dans les échanges avec les artistes aussi, qui là, Mmh. enfin encore récemment, là, je discutais avec une chanteuse, qui récemment a quitté son booker, qui était chez un très gros booker, qui a levé le pied en fait en se disant: «Bah, j'ai envie de me recentrer un peu sur mon travail, de me recentrer sur moi-même pour aller au bout en fait de ma démarche artistique». Et ça demande en fait une capacité, enfin, ça demande à lever le pied Mmh. et à pas forcément courir, comme, on va dire, l'industrie, du divertissement ou même les industries culturelles pourraient parfois nous pousser, à vouloir aller vite, à être dans une urgence, et en fait, je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme tu le sais. Oui, on en a déjà parlé. Donc là-dessus, moi, je suis à fond Mmh. et en effet, il faut planter des graines pour que Ouais, et puis tout le les monde, arroser, tu vois? voilà, Mais c'est pas ça. trop, enfin, tu vois, régulièrement, mais pas, comme une brute, leur Mmh. verser des seaux d'eau dessus, Non, en se mais disant: «Ça va sortir tout de suite». Non, il faut arroser régulièrement. c'est ça. Je trouve que la métaphore, tu vois, la métaphore du jardinage, elle marche pour tout, quoi, Ouais. dans la vie. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de regarder aussi la nature. Ouais. Elle nous apprend plein de choses et aujourd'hui, on la regarde plus. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dès le départ avec toi, c'est que j'ai l'impression on se comprenait Ouais, quand on ouais. parlait des choses. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour ça. Et j'ai choisi de bosser avec le plan aussi pour cette raison. OK. Au départ, bah, pour justement le côté historique, en fait, puisque c'est des éducateurs qui ont Mmh. monté cette structure. Ouais. Et je suis une ancienne éduque. OK. Et du coup, quand je suis venue, c'était pour les 20 ans ou 30 ans du plan, où il y a eu Mmh. un petit film, en fait. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, non, c'est vraiment là que tu dois aller, Mmh. quoi. Et voilà, et du coup, on a commencé Et à du coup, bosser maintenant, tu es ensemble, là. et c'est une vraie histoire d'amour. Ça continue, et c'est génial. Et on va revenir à comment on fait maintenant pour faire sortir les gens, les faire venir au concert. Et puis après, on Mmh. parlera du We Metal Fest. Ouais. Et j'ai aussi une autre chose pour qu'on essaye de pas trop dévier, puisque tous les deux, on part loin. Mmh. C'est aussi parler de l'IA aujourd'hui. Ouais. Comment nous, on fait, enfin, moi, je sais ce que je fais. Mmh. Comment toi, tu fais, en fait, avec l'IA, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros, gros chantier où Mmh. les artistes, ils créent, etc. Mais tu as quand même des artistes aujourd'hui, des artistes qui sont créés par l'IA. Ouais. Et on voit pas la différence. Moi, Ouais. j'ai vu des clips, j'ai écouté de la musique, je me suis dit, c'est pas possible cette histoire. Donc Bah j'aimerais qu'on en parle aussi de ça, parce que je pense qu'il va y avoir à un moment un truc, et j'aimerais connaître ton opinion là-dessus. moi, j'ai envie de dire que dans ce grand bazar, du monde actuel, c'est presque une des choses qui va dans le sens des structures, qui font du spectacle vivant et du live. À savoir que, voilà, on peut en effet créer des artistes, créer des morceaux en intelligence artificielle, les glisser dans des playlists, sur les plateformes de streaming. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas remplacer, l'expérience, partagée d'un concert dans une salle avec, un être humain sur scène, qui partage, quelque chose, avec, les autres êtres humains qui sont, dans la salle. Mm, Ça, pour l'instant, on peut pas, enfin, on peut pas mentir, en fait. mm, Là, j'ai encore l'expérience, enfin, l'exemple là d'un concert qu'on a fait il y a 15 jours, avec un groupe anglais, qui s'appelle Monster Florence, qui est un groupe, de rap punk, enfin, c'est des rappeurs avec des musiciens qui sont, un peu punk derrière. ouais. Et du coup, c'était génial parce que c'était nous, on était un peu déçus sur le remplissage. Il y avait pas autant de monde que ce qu'on avait espéré, mais il s'est passé un truc de fou, en fait, pendant ce concert, quoi. Ah Il y a eu ouais. une communion entre les artistes et le public avec,
Notamment, il y avait une partie du public qui connaissait pas parce qu'il y avait des jeunes justement d'une maison de quartier d'Evry qui étaient venus dans le cadre d'une action culturelle, qui ont kiffé comme c'est pas possible. Et il y a eu une connexion entre un des rappeurs du groupe et les petits qui étaient juste devant lui sur scène et ils les ont fait monter sur la scène à la fin du concert pour kiffer avec eux. Et il y a même, je crois, un des petits ouais, qui a lâché une petite phase au micro et tout. Et du coup, enfin, tu vois, ça, c'est des moments magiques, en fait, qu'on ne peut pas remplacer par le numérique. Non. Et souvent, même dans notre salle, souvent, on a des artistes qui, au moment du calage du concert, de la prépa, qui nous disent: «Ah ben non, mais il n'y aura pas forcément de rencontre avec le public après, il n'y aura pas forcément de séance de dédicace». Et au final, dans 80 des cas et ben, les artistes finissent par faire une séance de dédicace parce qu'il y a cette proximité, en fait, dans des salles comme les nôtres Mmh. où, je pense qu'il fait aussi la grosse différence avec les salles de grande capacité où finalement tu regardes le concert sur un écran, plus que tu vois l'artiste, devant toi. Ben, nous, on voit l'artiste, en fait. L'artiste voit les gens, il voit les sourires, il voit les regards, il voit les émotions sur le visage, des spectateurs et je pense que au final, ça leur donne envie de prendre du temps, de partager un moment avec eux, de leur signer, une affiche, un t-shirt, un disque et puis de discuter 5 minutes et du coup, alors, après en termes de logistique, souvent, des fois, ça nous met dedans parce qu'on n'avait pas prévu que ça dure aussi longtemps. Mais du coup, c'est la beauté de nos métiers aussi, de créer ce genre de moments. Moi, je me souviens, pareil, d'une date qu'on avait fait là, l'année dernière, une date R&B avec, une chanteuse notamment qui s'appelle Enchantée Julia, qui fait pas beaucoup de concerts, alors qu'elle a quand même une base de fans assez solide et en fait, il y avait des gens qui étaient, quasiment émus aux larmes, de pouvoir échanger avec elle parce que, bah, comme elle tourne pas beaucoup, ils ont pas l'occasion de la rencontrer. Mmh. Ils sont vachement touchés par, ce qu'elle transmet dans sa musique, mais ils ont pas l'occasion d'en échanger avec elle en direct et là, ils ont eu cette occasion-là et donc ouais, il y a eu, des moments de larmes et c'est beau quoi. Ouais, Enfin, c'est c'est pour ça magique. qu'on fait ça. Ouais, Enfin, moi, je sais que c'est en partie pour ça que je fais ce métier, ouais. parce que je sais, et d'ailleurs, enfin, des fois, en y réfléchissant, je me dis: «C'est pas pour rien que j'ai quitté le milieu du cinéma et que finalement j'ai fini par atterrir dans le milieu de la musique». C'est que dans le cinéma, on est parti dans un truc un peu de gigantisme, alors bon, on y est aussi un peu dans la musique, mais je veux dire, c'est plus dur d'avoir ce rapport, un peu direct entre les créateurs et les spectateurs. Alors que là et ben, voilà, tu fais un concert, en fait, que ce soit une star internationale ou un petit groupe qui commence et ben, tu as, des gens sur scène, des gens dans la salle et ils se regardent et il se passe des choses. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la magie, ouais. Bah, c'est aussi pour ça que le projet The Secret of Band, il existe. Oui, parce que ça C'est aussi permet ça. du coup Ouais. de créer un espace justement après le concert où cet échange continue, où les gens peuvent, poser des questions aux artistes, les artistes poser des questions au public Exactement. et du coup, c'est ça qui est beau aussi. Ouais. Et maintenant, c'est les organisateurs. Ouais, c'est Depuis ça. l'année dernière, d'ailleurs, Ouais, ouais, on ouais. continue la lancer. Et alors, attends, vas-y, parce que du coup, oui, sur l'IA. Ouais. Donc, ouais, voilà, je te dis, moi, j'ai envie de dire que peut-être qu'à un moment, parce que là aussi, on est dans une espèce de bulle quand même, où tu vois, tout est devenu. Enfin, il y a 1 milliard de groupes, de morceaux qui sortent chaque semaine. Les carrières durent quelques mois parce que tout s'est accéléré. Les mecs deviennent des superstars et puis disparaissent 6 mois après. Mm. Euh, et donc je me dis que, tout ça va finir par exploser comme une bulle et à un moment et ben, les gens vont revenir, à des expériences simples et directes, en fait. Enfin, en tout cas, moi, Ouais. j'y crois et je me dis que, bah, nous, on sera prêts à ce moment-là pour les accueillir et pour, leur donner l'occasion de voir des artistes en chair et en os, d'échanger avec eux, justement parce qu'on crée des moments comme, The Secret of the Band, et hem et du coup, bah, tout ça, va aller dans notre sens. Oui. Parce
qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu quand même, enfin, surtout après le confinement, Mhm. j'ai vu que les gens se parlaient plus. Moi, ce qui m'a choqué, parce que moi, je viens du métal, et c'est Ouais. ça qui est génial avec toi, c'est que Moi, je viens pas du métal. c'est ça que j'adore. N'empêche que tu es au Metal Fest et t'es Ouais. là ça défonce tout. Et Mhm. bref. Et ce qui m'a choqué après le confinement, c'est que moi j'allais au Hellfest et en fait j'ai fait les deux Hellfest de suite. Mhm. Et d'habitude j'allais au Hellfest et quand tu arrives au Hellfest, les gens, Mhm. même quand tu les connais pas, ils te font des câlins, des Ouais. bisous, c'est génial, il y a une super ambiance. Et là, en fait, tout le monde était masqué, et tous les gens ressemblaient à des zombies, plus personne ne se parlait, Mhm. chacun était dans son coin. Et là, j'ai eu un gros coup de mou et je me Ouais. suis dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour recréer du lien. Mhm. Et comme je suis aussi thérapeute, Mhm. conseillère en évolution professionnelle, plein de choses, j'ai mélangé tout ça. Et Mhm. musicienne, j'ai mélangé tout ça, j'ai créé ce projet. Et à force de faire ça, j'ai vu des gens qui sortaient pas ressortir. Mhm. Et d'autant plus, là, cette idée avec le plan qu'on parle depuis longtemps, on n'en parlera pas aujourd'hui, bref. Euh, de recréer ce lien, parce qu'il y avait des gens, et le tout premier, la toute première personne que j'ai vue, c'était à la MJC de Savigny-sur-Orge, Ouais. quand j'ai monté le projet. Quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur Facebook en me Mhm. disant oui mais moi je connais personne et tout donc je sais pas, tu parles de parler aux Mhm. gens ou je fais oui c'est ça en fait, tu viens et puis on fait comme si on était potes, on va faire connaissance, tu vas parler Mhm. avec les musiciens. Et il était pas chaud en fait. Mhm. Et finalement il est venu et je savais pas que c'était une personne handicapée Mhm. en fauteuil. Ouais. Et il est venu me voir et on a commencé à discuter et tout. Et ce moment-là, ça a été révélateur. Mhm. Et j'ai les boules quand je t'en parle. Et du coup, je me suis dit, ok, je continue. Et après, au plan, quand on l'a fait aussi, c'était magique ce qu'on a fait. Que ce soit pour Mhm. voilà, le We Metal Fest ou avec Alceste. C'était hyper émouvant. Mhm. Et ce truc-là, je me suis dit, mais voilà, les gens, ils en ont vraiment besoin. Ouais. Et maintenant, quand je regarde même des humoristes, etc., qui font ça au cinéma, après, Mhm. par exemple, après un film, Mhm. ou même après un one-man show, Mhm. je sais plus comment ils appellent ça, enfin, j'ai vu une artiste là faire ça, et je me dis, mais en fait, les gens en ont tellement besoin de ce Mhm. rapprochement, Ouais, de ouais. pouvoir se rencontrer, puisque aujourd'hui, tu vas quelque part. Moi, je vais dans plein d'endroits, donc bon, bah, le coup de bol, Mhm. c'est que je parle aux gens, mais Mhm. je me dis, je parlerai pas aux gens, je pourrais y aller, et ça m'arrive des fois de sortir et de pas parler aux gens, d'observer Ouais. simplement, et ben personne vient me parler en fait. Ouais, ouais. Et ça, c'est flippant. Dans mon monde, Ouais. avant le confinement, jamais c'est arrivé. Ok. Et là, je me dis, il y a quand même un truc qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses de ça depuis le confinement? Toi qui as bossé dans le cinéma, dans plein de Mhm. choses, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que tu ressens? C'est même pas, c'est Pour vraiment moi, qu'est-ce que ça, tu ça a ressens? commencé avant. Enfin, je pense que le confinement, ça a été un accélérateur. Mais de toute façon, on était déjà dans cette évolution d'isolement. Enfin, tu vois, c'est lié, c'est lié à plein de choses. C'est lié, là encore récemment, je discutais tu vois, de la question du marché de l'immobilier, où on se rend compte en fait que les logements sont de plus en plus petits. Mm. Euh, et donc, bah, qui dit logement de plus en plus petit, notamment en ville, ben, du coup, les gens, ils peuvent de moins en moins inviter des gens chez eux. Ouais. Et puis, du coup, bah, si t'as pas de sous pour aller au bar, pour sortir, bah, en fait, t'as plus d'endroit pour voir d'autres gens. Ouais. Pareil, moi, quand j'étais gamin, du coup, quand j'ai grandi, bah, Montreuil, c'était encore un peu la banlieue rouge, tu vois, ça, c'était pas encore coté comme Non, ville. non, non. Et du coup, c'était plein de terrains vagues. Et donc, bah, les gamins, en fait, s'appropriaient les terrains vagues. Et nous, on a passé notre enfance, tu vois, à jouer sur des endroits derrière des palissades et tout, où nos parents savaient même pas où on était. Enfin, la ville était à nous, d'une Mm. certaine manière. Et même aujourd'hui, on se rend compte, même en tant que parents, qu'on a vachement de mal à laisser nos gamins dehors seuls. Ouais. Donc, tu vois, à les laisser s'approprier l'espace, à les laisser faire des rencontres. Enfin, mais je me souviens justement, tu vois, quand on traînait un peu n'importe où, on rencontrait, enfin, on tombait des fois sur des clochards avec qui on discutait, qui nous racontaient leur vie et tout, Mm. parce que il y avait personne pour nous dire ah mais non, lui parle pas. Et puis bah eux, finalement, ils étaient
Alors je pense là, c'était, par certains aspects, la société était moins dure, donc des fois ils étaient certes abîmés, mais moins abîmés que certaines personnes qu'on peut trouver dans la rue aujourd'hui, donc moins agressifs aussi Mmh. et enfin, tu vois, on parlait de clochards, on parlait pas d'SDF, par exemple. Ouais. Et du coup, bah, chaque quartier avait, tu vois, son clochard que tout le monde connaissait, à qui on allait apporter des trucs, bref. Tout ça pour dire que, enfin, tu vois, à tous les endroits, en fait, de la société, les liens, sont plus difficiles à faire, Mmh. dans l'espace public. Comme je disais, ben, du coup, en tout cas en grande ville, Mmh. ouais, les gens s'invitent plus les uns chez les autres. Là, tu vois, je me rendais compte d'un truc, alors ça peut paraître une digression, mais ça va dans le sens de ce qu'on se disait. C'est-à-dire que là, je me rends compte que, là, aujourd'hui, là où je vis, à Fontainebleau, où les gens, on va dire, ont plutôt de la place, Ouais. chez eux, bah, finalement, la plupart des anniversaires des gamins se font pas chez les gens, tu vois? Les gens préfèrent, aller, dans une salle de jeu, dans un truc enfin, louer un truc, tu vois? D'accord, ouais. Heu Ah oui, ça y est et pas, quoi. et du coup, ben, tu te dis: «Mais attends, moi j'ai passé toute mon enfance à squatter aussi, tu vois, chez mes potes, machin» Mmh. et là, bah, j'ai l'impression que mes gamins, ils passent finalement assez peu de temps chez leurs copains. Ouais. Dans tu vois, dans l'intérieur d'une autre famille, du coup, ce qui te permet enfin, tu vois, moi, j'ai squatté, chez des potes, de toutes origines, de toutes religions, donc j'ai vécu des fêtes religieuses de religions que je pratiquais pas, et ça tout ça, ça a participé, je pense, à faire de moi quelqu'un d'ouvert. Ouais. Et du coup, si tu as pas l'occasion de vivre ces expériences et ben, c'est d'autant plus facile de trouver un peu chelou, tu vois, les modes de vie, les fêtes religieuses des autres, parce que, c'est quelque chose que tu vois de loin, auquel tu as jamais participé. Donc, tout ça pour dire que, pour moi, ça va au-delà enfin, pour moi, le covid a été un accélérateur, Mmh. mais tout ça était déjà, en fait, en germe avant, Oui, heu oui, oui. et tout ça enfin, alors après, en bon gauchiste que je suis, je dirais que tout ça est la faute du capitalisme, hein, et de son accélération, depuis les années 80, finalement. Ouais. Mais oui, enfin, tu vois, la place de l'argent, la place de, enfin, qui après la place de comment on appelle ça? De la mise en scène de soi, qui a été aussi renforcée par les réseaux sociaux et donc de l'image, et du coup, si tu as pas la bonne image et ben, tu es ostracisé et du coup, tu as pas ta place, tout ça. Je pense que c'est tout ça aussi qui participe à ce que les gens s'isolent. Ouais. Ah ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, pour, alors pour revenir sur la question du métal, en effet, comme on en rigolait, c'est pas forcément ma culture de base, même si, j'ai eu la chance en fait assez tôt, d'avoir été alors initié, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'avoir eu en tant que mec du hip-hop, une espèce de désinhibition, Mmh. parce que j'avais des potes qui faisaient du métal et que, j'ai eu l'occasion de me poser avec des métalleux, tu vois, voilà, qui étaient des amis, du coup, des gens avec qui j'avais confiance, et qui m'ont fait écouter des choses, qui m'ont fait comprendre des choses que je comprenais pas par moi-même, dans la musique qu'ils faisaient et qui, du coup, ouais, je pense, ont dédramatisé des trucs que quand tu viens d'un autre univers musical, des fois, ça peut te paraître très lointain, tu vois? Et du coup, comment tu voyais le métal, avant? Bah, je te dis assez rapidement, en fait, bah, une des particularités justement du Café La Pêche, à l'époque où j'y répétais, c'est qu'on disait c'était un peu les 3 R quoi, c'est-à-dire c'était rock, reggae, rap et donc tu avais, dans les studios, des groupes de rock, enfin tu vois, dans un studio, des métalleux, dans le studio d'à côté des rappeurs, dans le studio d'à côté, des reggaeman, voire, des Haïtiens qui faisaient du compas, en buvant des petits punch et du coup, bah, ça circulait, entre les studios parce que, tu allais taxer une clope, au studio d'à côté, ceux qui se faisaient un apéro pendant la répète et bah, ils proposaient un verre au studio d'à côté et du coup, ça circulait Ouais. et ça cassait enfin, tu vois, il y avait pas de barrière, en fait Ouais, et ouais. puis il y avait enfin, je pense que c'était aussi lié aux mecs qui géraient les studios, qui faisaient en sorte de traiter tout le monde pareil Mmh. et donc de pas avoir voilà, de favoritisme vis-à-vis d'un univers musical ou d'un autre
Et donc les relations étaient hyper simples, et donc bah, tu te retrouvais à avoir en effet des potes qui faisaient du métal, des potes qui faisaient du raga, des potes qui faisaient du rap. Et du coup, c'était assez naturel en fait de vivre ensemble parce que bah, on faisait tous de la musique au final. Ouais, ouais, ouais. Et très rapidement, et ben, ton pote gratteux, il peut te proposer de te poser une ligne de gratte sur un morceau, tu vois, enfin voilà, après ça circule. Mmh. Je vois. Ça circule dans les projets et ça crée de l'ouverture. Après, professionnellement, en effet, avant d'arriver au plan, c'est pas une musique que j'ai trop travaillée, même si à l'époque déjà, quand j'étais au Café La Pêche, je me rendais compte que, enfin, voilà, c'est un public facile, le Mmh. public métal. C'est un public qui suit ses groupes. Ouais. En tant que gérant de salle, c'est un public qui boit des coups et donc qui fait des bonnes recettes de bar, il faut le dire. Qui boit beaucoup de jus de fruits, hein. Oui, c'est ça. Et donc, et du coup, c'est un public sur lequel tu as rarement des problèmes, tu vois, de sécu, de machin. Donc, du coup, professionnellement, je me suis toujours dit que c'était un public qui était agréable à travailler. Mmh. Et du coup, c'était toujours intéressant de garder une place pour cette esthétique-là dans une programmation, dans la vie d'un lieu. Et en plus, contrairement du coup au rap aujourd'hui en tout cas, on va dire, même si on est en train d'y arriver, mais on n'a pas eu la même inflation aussi sur les cachets et sur l'accélération des carrières. À Ouais. savoir qu'il y a encore des carrières un peu naturelles sur les groupes de métal où ils vont commencer petit, faire de la petite salle, voilà, tourner, beaucoup tourner. Enfin, il y a un rapport au live qui est encore très fort. Là où, tu vois, dans le rap, aujourd'hui, tu as des artistes qui sont vraiment des artistes de studio et qui arrivent très, très tard sur scène, quoi. Et du coup, qui vont arriver sur scène directement sur des énormes scènes sans avoir fait le parcours de jouer en petite salle, apprendre à gérer un public, apprendre à gérer, la technique, dans des conditions, plus difficiles. Ce qui est pour moi, en plus, est, enfin, la base, en fait, du parcours d'un artiste, d'un musicien. Quand on regarde, enfin, les artistes un peu que tout le monde respecte, de la musique afro-américaine, bah, on sait dans quelles conditions, en fait, ils ont construit, tu vois, la qualité de ce qu'ils ont fait. Ouais. Bah, c'est en tournant en camion à travers les États-Unis, en étant reçus comme des merdes dans certains endroits, et c'est alors, bon, c'est pas pour glorifier le fait d'en chier, pour arriver, au bout Ouais. de sa carrière, mais je pense qu'il faut un peu manger son pain noir, quoi, pour progresser. Ouais, bah, en plus, oui, de toute façon, il n'y a que dans les rencontres. Donc c'est Mm. que, en plus, si tu arrives sur une grosse scène et que tu n'as jamais été confronté au public, euh, il peut se passer des choses assez bizarres, hein, Ouais, quand même. c'est ça. Et aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose qui se passe souvent. Ouais, après, moi, je connais pas bien le Mm. milieu rap et tout, enfin, un petit peu, parce que mon fils fait du rap, Ouais. donc il m'a initié, je m'ai initié aussi. Mais du coup, je vois qu'Ariane me racontait qu'il y avait un concert, je sais plus, de rap, où le mec était connu sur Internet Mhm. et personne n'est venu au concert. Mm. Il y a eu pratiquement personne en fait dans la salle. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose dans le métal, euh, même si des fois il n'y a pas beaucoup de monde, il y a Mhm. toujours des gens quand même, hein. Ouais, mais parce que enfin, le fait que ce soit une musique instrumentale, du coup, bah, déjà, tu as 5 mecs sur scène, enfin 5 mecs ou nanas, enfin, Ouais, tu as 5 personnes sur scène. Déjà, chaque personne, elle va ramener un peu de gens, un peu de monde. Aujourd'hui, une autre des évolutions dans le monde du rap, c'est qu'on est passé d'un univers où tu avais beaucoup de collectifs à un univers où tu as beaucoup d'artistes solos. Donc oui, déjà, tout repose sur une seule personne. ouais, ouais. Enfin, c'est tout bête, mais tu vois, ça réduit les capacités de mobilisation, en tout cas de proximité. Et l'autre truc, c'est que avec l'explosion du streaming, on est aussi sur un public qui a moins la culture du live. Enfin, c'est-à-dire que on parle de la culture du live chez les artistes, mais la question est la même sur le public aussi. C'est-à-dire que le public aussi a moins une moindre appétence, en fait, à vivre, des expériences live tant qu'il l'a pas connu. Et c'est un peu Mhm, le cercle vicieux, c'est-à-dire que tant que tu l'as pas connu, bah, tu le connais pas et du coup, ça te manque pas et donc tu vas pas le chercher. mhm, Et là où avant, on n'avait pas le choix, en fait, parce ouais, que le rap tournait pas dans les grandes salles,
Donc tu le voyais que dans des petits lieux et du coup, bah, les gens qui avaient envie de même d'écouter du rap, vu que avant que ce soit dans l'industrie, Ouais, avant ouais. qu'il y ait le streaming, avant qu'il y ait cette facilité à trouver les artistes, bah, juste en allumant son téléphone. Mmh. Voilà, il y a des artistes, bah, si tu n'allais pas les voir en concert, en fait, tu les entendais pas. Ah bah, oui, oui, c'est clair. Et donc, bah, les gens allaient voir des concerts. Et du coup, bah, plus tu vas voir des concerts, plus tu vas voir des concerts. Bah, c'est ça. On est d'accord. On va revenir au We Metal Fest Oui. aussi. Donc, pour le We Metal Fest, euh, moi, j'aimerais savoir comment vous imaginez le We Metal Fest. Je fais un petit peu un parallèle avec le cinéma où il y a Mhm, toujours un scénariste, un producteur, mhm, etc. Et toi qui viens du cinéma, mhm, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que là, vous construisez le We Metal Fest avec une vision comme si vous écriviez un scénario en mhm. fait pour la réalisation du fest? Ou est-ce que c'est d'année en année où finalement vous dites tiens, on va améliorer ça? Ou est-ce que vous avez repris le projet de départ ou s'il y a quelque chose qui a changé depuis le projet de départ du We Je Metal pense Fest? que, alors je vais faire une réponse de Normand, c'est un peu un mélange de tout ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un projet de départ qui naît quand même voilà, d'une rencontre entre Grégory, enfin d'une rencontre, ils se connaissaient déjà, mais on va dire d'une rencontre un peu favorisée par le fait que Grégory soit en intérim de direction au plan avec Stéphane et Loïc à l'empreinte. Et du coup, sur le fait de se dire, bah voilà, on a deux SMAC sur le même territoire, sur la même agglo. On a d'un côté un directeur qui a une petite appétence pour le métal et de l'autre côté, une salle qui a une grosse appétence pour le métal. Donc, il y a quelque chose à construire et avec aussi l'idée que le plan, le bâtiment est plus grand qu'à l'empreinte, la salle est plus grande, il y a quelque chose à construire. Enfin, il y a beaucoup d'espace et donc il y a quelque chose à faire avec tous ces espaces. Ça, c'est ce qui est à l'origine, on va dire, de la première édition. Enfin, après, je laisserai les gens qui en sont à l'origine corriger si nécessaire. Après, derrière, moi, j'arrive et du coup, se pose la question de est-ce qu'on le maintient ou pas. Et du coup, bah, moi, mon principe, c'est de dire on va pas casser quelque chose qui fonctionne. On va pas se priver d'un public qui a une envie parce que bah, voilà, il y a des gens qui habitent en Essonne qui aiment le métal et qui, du coup, trouvent que déjà aller jusqu'à Savigny-le-Temple, c'est loin. Je suis d'accord. Et donc, ils se disent, bah, ça peut être cool d'avoir du métal à côté de chez nous. Et puis, moi, j'y vois aussi un espèce de défi à me dire, bah écoute, on a une image du métal. On est en plus, enfin voilà, dans une terre qui est quand même plutôt une terre de rap, avec bah, tous les rappeurs qui sont sortis de ce territoire-là, c'est depuis, enfin, j'allais dire ces dernières années, mais même pas seulement ces dernières années, en fait, depuis qu'il y a du rap en France. Et donc, moi, j'y vois un défi de me dire bah, comment on peut sensibiliser la population d'une terre de rap à la musique métal. Et donc, c'est là où je te dis, c'est la deuxième réponse, c'est-à-dire que c'est des visions un peu qui se rencontrent et du coup, on essaie de construire quelque chose de commun à travers ce que chacun porte dans les organisateurs, on va dire les quatre organisateurs de cet événement. Et du coup, moi, ce que j'y apporte, c'est cette envie d'ouvrir le métal à un autre public. Et c'est ce que je défends auprès des autres, enfin voilà, qui va prendre, pareil, ça va prendre du temps. Mais c'est comment on peut sensibiliser les populations d'Evry, de Grigny, de Ris, de Corbeil à cette musique qui, pour certains, est un truc qu'ils comprennent pas du tout, qui leur parle pas du tout, où ils s'imaginent en effet des gothiques, tu vois, avec du maquillage, les cheveux longs habillés tout en noir, qui secouent leurs cheveux, qui font des pogos, ce que c'est en partie, mais ce n'est pas Ça que bouge, ça. en effet. Ce n'est pas que ça. Et donc, voilà, moi, il y a cette envie-là. Il y a l'envie aussi. Enfin, de toute façon, moi, mon envie, c'est de créer de la rencontre, toujours. Donc, moi, dans mon projet, enfin, une des choses ouais, que j'ai pas forcément évoquées avant, mais souvent, ce que je dis, et on en parlait encore avec la chargée de com, Marion, là, récemment, c'est que on va travailler les publics par niche,
pour ensuite, les amener à se rendre compte qu'ils sont tous dans la mê au même endroit, en fait, et qu'ils partagent cet endroit et qu'ils partagent un amour de la musique et que, ben, peut-être qu'en fait, ils peuvent aller voir, ce qui se passe, chez les copains, parce que s'ils aiment la musique, en fait, ils vont se rendre compte que dans les univers qui s correspondent pas à leur niche, il y a des choses qui vont leur parler. Mmh. J'ai eu l'exemple, là, bah, justement sur le concert d'Alceste et Bruit où, un rappeur de Grigny avec qui j'échangeais, sur les réseaux, il a vu passer en fait, les posts que j'avais fait sur cette date et puis ça a titillé sa curiosité et du coup, je l'ai invité à venir voir le concert. Il est venu avec sa compagne et ils ont passé une super soirée, Mmh. alors que c'est un mec qui fait du gangsta rap, tu vois? Mmh. Mais du coup, ça lui a parlé de fou, en fait, tu vois? C'est l'univers de Bruit qui, des fois, parle même pas à des gens, qui C'est ça. sont, des amateurs de Ouais. métal. Ça, pareil, c'est des choses, moi, qui me confirment un peu, mon sentiment initial, et qui me donnent envie de continuer à creuser et continuer à créer, justement des rencontres. Si on réussit à ancrer, en fait, une présence d'un public métal au plan et que, ben, petit à petit, on va amener, notre public rap à aller voir du métal et ce public métal à aller voir des concerts de rap et ben, on aura gagné. Déjà, tu as réussi avec moi, Oui, enfin. c'est ça. Et en plus, enfin, ça rejoint une autre idée qui est quand même très importante, je pense, c'est que qu'il faut pas oublier dans notre métier, qu'on a tendance à oublier parce que justement les échelles, n'arrêtent pas de grandir. On est à l'échelle humaine. Oui. On est à l'échelle des personnes et chaque chose se construit, personne après personne, humain après humain, quoi. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Entre 2 concerts, Oui. quand la salle est vide et silencieuse, qu'est-ce que tu ressens? Mmh. Alors moi, j'adore me balader dans la salle vide. C'est mon petit truc de me dire: «Je suis chez moi». J'ai ce sentiment d'appropriation très fort, en fait, quand la salle est vide. Après, j'aime, aussi justement enfin, je pense que c'est une manière de vivre aussi ce contraste entre les moments où elle est vide et les moments où elle est pleine de monde, où ça transpire, où, il y a de la bière par terre, et du son, dans les oreilles, quoi. Ouais, Et du coup, j'aime le contraste entre les 2. OK. Selon toi, qu'est-ce que la musique dit de la vie? Alors je vais faire une réponse un peu balourde, mais j'ai envie de dire la musique, c'est la vie. Ouais? Moi, tu vois, j'ai, le plus petit de mes enfants qui chante en permanence Ouais, et en fait, enfin, voilà, et limite maintenant, c'est quand il chante pas, on s'inquiète, tu vois? ouais. Ça fait péter des câbles à son frère, par contre, qui en peut plus, mais voilà, enfin, la musique, c'est la vie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Toi, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme, imagine un peu là, on est dans une autre ère. Qu'est-ce que Mmh. tu aimerais laisser comme trace de toi au plan? Qu'est-ce que tu aimerais, que les gens se disent en fait de ton passage au plan? Moi, je pense que je me suis souvent projeté comme étant un homme de paix. Et du coup, enfin, il y a 2 choses. La première chose, en effet, c'est de se dire que, j'aimerais bien partir en étant celui qui a réconcilié les gens, qui a réconcilié tout le monde. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire dans mon quotidien. Faire en sorte que les gens aient envie d'être ensemble et plaisir à être ensemble, que ce soit ceux qui travaillent, ceux qui fréquentent, qui interviennent même ponctuellement, dans cette salle. Et l'autre chose, c'est, enfin là, pour le coup, complètement professionnellement et dans un rôle de manager, c'est d'avoir fait évoluer, tous les gens avec qui j'ai travaillé, que quand je les quitte, en fait, ils aient avancé dans leur vie professionnelle. Mmh. Ouais, c'est beau. C'est pas facile. Ah, je sais pas, ouais. Tu t'en sors plutôt bien de ce que je vois, hein. D'après toi, est-ce qu'une salle de concert peut changer la vie? Oui, on a eu j'ai plein d'exemples. Enfin, j'ai un exemple, là, qui est tout frais. On a une action culturelle qui se passe, à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis,
dans lequel, on tient chaque année, enfin, avant c'était, mixte, maintenant on s'est focalisé sur la maison d'arrêt des femmes. Où on fait des ateliers, écriture, chant, percus corporels et du coup, il y a une femme qui nous a écrit à sa sortie de prison pour nous dire à quel point l'atelier lui avait fait du bien, à quel point, ça avait réveillé des choses chez elle et ça lui donnait envie aujourd'hui de continuer à faire de la musique. Ben, voilà, je me dis, on a participé en fait à l'aider à passer, un moment qui est vraiment pas évident parce que, pour avoir assisté à des restitutions justement de ce projet, quand à la fin de la journée, nous on ressort et qu'on sait que, bah, toutes les personnes avec qui on a travaillé, elles vont repartir en cellule, on se rend compte enfin voilà, ça remet concrètement face à la réalité de ce qu'elles vivent, quoi qu'elles aient pu faire, par ailleurs. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est quelque chose de fort. Après, je le vois aussi, quand je discute avec des gens qui aujourd'hui sont des professionnels de la musique et qui te disent que, bah, c'est, un stage, de 3e, tu vois, qui, leur a fait prendre conscience, en fait, qu'ils avaient envie de faire ça, qu'ils avaient envie d'être dans ce milieu, dans cet univers au quotidien. Ouais. Et bah, du coup, ça a changé la vie de ces gens-là. Donc oui. Et ouais et puis, bah, il y a, là, pareil, j'en parlais hier, là, avec un booker, on parlait de faire avancer aussi des artistes. C'est-à-dire que moi, j'ai une attention très particulière sur, les groupes que je mets en première partie. Mmh. Parce que des fois, je me dis, ça peut changer en fait la carrière et la vie d'un artiste en fait, d'être en première partie de quelqu'un qu'il admire, de quelqu'un qui a, une visibilité, beaucoup plus importante que lui et du coup qui va lui permettre de rencontrer un public plus large, qui va lui permettre d'échanger, avec, voilà quelqu'un, ouais qui a des années de carrière, qui peut lui glisser peut-être un petit conseil qui va tout changer. Mmh. Et donc, créer ces opportunités, enfin, c'est de ça qu'on parlait là avec ce booker, c'est de créer des opportunités en fait pour les artistes, leur donner l'opportunité de ouais, bah, de faire la carrière qu'ils ont envie de faire. Ou même, là, tu vois, Mmh. je sais pas ce qui va ressortir de ces gamins qui sont montés sur scène, qui ont joué devant une salle, à moitié remplie, avec, les lumières, le son, tu vois, ces sensations qui sont quand même très particulières. De le vivre tôt, là, tu vois? Ils sont quoi? Ils sont en CM1, CM2 les gamins. Ça peut avoir un impact, en fait, parce qu'il y en a qui peuvent peut-être se dire: «Mais ouais, mais cette sensation, elle est tellement puissante que j'ai envie de la revivre». Ouais, c'est ça. Donc ça crée bien des envies, hein, quand même tout ça, Mmh, hein. ouais. Et donc, une dernière question. Si, le plan avait, tu devais donner un titre de film au plan, ce serait quoi? Waouh! Heu, ah ouais, là, c'est dur ça. Je peux pas demander un délai. Je vais aller regarder dans des dictionnaires de films là. Comme ça à froid. Qu'est-ce qui te vient? Oh, tu un passionné de cinéma, je le sais. C'est vrai Mmh qu'elle mh. est pas facile la question, mais bon, je te connais un petit peu, Endero. Tu vois, ce serait trop facile de dire «La vie est belle», Ah parce non. que la vie est pas toujours belle. Quel Heu, titre t'inventerais alors pour le plan? Si là tu devais, parce qu'on est d'accord qu'en si je fait, devais écrire, le film du plan? ouais, pour moi tu écris le film du plan en fait. C'est Ouais, ça bah, le on truc, écrit une c'est que histoire, voilà, enfin, pour moi c'est vraiment le mmh, truc où, tous autant qu'on aime, moi y mmh mh. compris, on écrit le scénario là et en fait, on n'a pas le titre. Moi j'ai pas le titre, tu vois? Avec tout ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme titre? Alors j'ai une idée, qui va un peu dans le sens en plus de l'histoire qu'on est en train d'écrire justement là dans notre réflexion en termes de stratégie de communication. Alors ça dit pas tout, mais c'est un petit clin d'œil qui m'amuse, mais c'est Racine, Ouais. donc qui est à la base qui est un roman qui a été adapté en série ensuite, dans les années, 80.
un roman d'Alex Haley qui raconte l'histoire, de Kunta Kinte, donc qui est enlevé, sur les côtes, d'Afrique et qui est mis en esclavage aux États-Unis et après, ouais, ça suit toute l'histoire de sa descendance et pourquoi enfin, je pensais aux racines parce que, enfin, tu l'évoquais tout à l'heure, le plan, il a une histoire particulière. C'est un lieu qui est né avec, voilà, un projet avec une forte dimension sociale, hem et je me dis, en fait, que on ne peut pas ne pas respecter cette histoire. Mmh. Pareil, enfin, tu vois, moi, je suis arrivé à la base, en effet, avec ce projet hip-hop et puis très rapidement, j'ai vu, là, tous les rockers, qui sont là depuis des années et je me suis dit: «Je peux pas effacer cette histoire, en fait. Je vais pas faire genre: "Ah bah, non, maintenant le rock, c'est fini, maintenant on fait du hip-hop", tu vois?» Et du coup, bah, c'est pour ça que maintenant le projet, c'est rock, hip-hop, reggae, musique du monde, chansons. Enfin, c'est des choses qui sont ancrées parce que, bah, la musique du monde, parce qu'avant à Ris, il y avait, ce festival de folk qui était porté par la MJC, qui avait cette dimension de musique traditionnelle et tout, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans un projet comme celui d'Ethnophonique et donc enfin, en fait, quand je dis racine, c'est parce que c'est avec, tu vois, cette formule un peu balourde là de: «Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va» Ouais. et je suis un peu là-dedans en ce moment. C'est-à-dire que je me dis que il faut pas être nostalgique de notre passé Mmh. et ça, c'est un risque aussi quand on a tu vois, quand on a fêté les 40 ans là, il y a 2 ans, on a une histoire longue, une histoire riche, on était un lieu très important dans les années 80-90. Aujourd'hui, on l'est moins parce que l'écosystème s'est développé de fou, à Paris et autour de Paris. Mais, mais on vient de quelque part Ouais, et du coup, faut qu'on reparte enfin, faut qu'on se nourrisse de là d'où l'on vient pour, construire l'avenir. c'est un beau titre. Merci, je valide. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Ndero? Un truc, parce que moi j'ai 50 000 questions, donc évidemment on Mais on en se fera un parle. épisode 2. C'est ça. Parce que tu as vu, j'en ai plein. Ouais, ouais, ouais. Et puis moi, si tu vas-y, est-ce que toi tu as une dernière question? Heu, Quelque chose que tu aimerais dire aux gens? Bon aussi pour le We Metal Fest, parce que mmh, là on est plus, orienté We Metal Fest, même si on va continuer un moment les bah, podcasts, mais c'est, je vais dire 2 choses. La première, c'est reprendre un peu ce que dit, Johan là tout à l'heure sur scène, c'est, fréquenter les salles de proximité. mmh, Parce que c'est là que vous allez vivre les choses les plus fortes, en fait. C'est-à-dire que alors peut-être, ouais, on n'aura pas la pyrotechnie que vous aurez au Stade de France, on n'aura pas le dernier groupe, de K-pop à la mode, mais vous allez vivre des choses fortes, en fait, dans les salles de proximité. Vous allez rencontrer des gens aussi, sur scène et dans la salle et et puis le deuxième, c'est soyez curieux. mmh. Soyez curieux, soyez ouverts, des fois, faut faire un petit effort sur soi, au début et puis après, en fait, tu te rends compte que ça valait le coup. Et des gens qui sont seuls, qui osent pas sortir. Moi, comme j'en ai croisé en fait, Bah, qu'est-ce moi, que j'ai tu envie de pourrais dire, leur dire à ces gens-là? profitez de la foule, en fait. Enfin, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans des salles avec nos jauges, c'est que tu es à la fois dans la foule et à la fois, tu es pas tout seul. Mmh. Donc, tu peux venir te glisser, te faufiler là dans la foule, tu vois? Personne, va te regarder de travers parce qu'en fait les gens ils sont tous en train de vivre quelque chose. Par contre, rien ne dit que tu vas pas à un moment croiser le regard de quelqu'un, qui est en train de kiffer le même kiff que toi au même moment et au moins tu auras vécu ça. Ouais. Et tu vois, c'est même si tu lui parles pas, même s'il se passe rien derrière et ben, juste, le fait de, bah, déjà juste, ouais, de se dire que ce que tu as kiffé, tu pas le seul à le kiffer, ben, ça, c'est magique, quoi. C'est clair, ouais. Je rajouterai rien parce que c'est trop beau. Allez, maintenant, on va aller voir la fanfare, là, qui est en train de jouer en bas. Yes, à fond. Merci Ndero et Merci. puis, bah, continuez à nous suivre, venez au Ouais, plan, suivez, The Secret of Band by Mado, suivez l'empreinte, le stock à Mency. mmh Voilà, tout ça, on est tous Faites vivre partenaires, les lieux de voilà, proximité. exactement. En plus, Bisous. enfin, voilà, c'est moins cher, c'est moins loin, il y a on a tous des parkings pour se garer. Et puis nous, on adore parler aux gens, alors venez. Merci.